Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver. Il est 18h, nous sommes ensemble pour 45 minutes. C'est Accès Direct, merci d'être avec nous. Nous sommes le jeudi 25 octobre. Nous reviendrons dans quelques secondes sur le parcours du Tour de France avec Sébastien. Il fait la part belle à la Savoie cette année, nous le verrons avec deux belles étapes. Nous irons faire un tour à Val Thorens et Bonneval. Julien Lopez me rejoindra ensuite. Le champion du monde de freeride partage son expérience à travers rencontres et conférences. Il a connu à 2 reprises la violence des avalanches. Un peu de gourmandise, ensuite je reçois la pâtissière de la box Les Doigts Sucrés, une box de pâtisserie 100% biologique avec ingrédients et matériel. Et enfin, Cécile Bouget de Francesco me rejoindra à la fin de l'émission pour sa petite sélection d'initiatives. Mais avant, comme chaque soir, salut Seb. Salut Fanette. On attaque avec les titres et du JT. Et un sujet... qui m'a donné du fil à retordre. Voilà, je cherchais. Sujet où tu as donné de ta personne pour commencer. On parlera des jeunes chasseurs de la Fédération régionale Auvergne-Rhône-Alpes qui ont participé à un stage de 3 jours. Et ce mercredi, c'était le dernier jour de ce stage avec une sortie sur le terrain, dans le massif des Bauges, à 1900 mètres d'altitude. Donc voilà, ça fait de belles images et on verra que ça s'est plus ou moins bien passé pour tout le monde. 15 km, 900 mètres de dénivelé à 6h du matin avant de faire le JT. Voilà. Ça met en jambe. J'ai vécu ce que vit Manu. Et puis une belle histoire. Voilà, un très joli reportage signé Jean-Paul Crespi. Le portrait d'un jeune maçon de 27 ans, un réfugié, qui a complètement réussi son intégration. Aujourd'hui, il est totalement heureux dans sa vie, dans son métier. Donc on verra ce joli reportage de Jean-Paul. Alors Seb, je l'ai dit, tu restes avec moi pour parler du Tour de France. Le parcours 2019 a été présenté aujourd'hui à Paris et les vallées savoyardes seront à l'honneur l'été prochain. La Savoie pourrait bien être décisive. On l'espère qu'elle sera décisive. Donc on le rappelle, le Tour de France qui démarre le 6 juillet du côté de Bruxelles en Belgique pour rendre hommage au cinquantenaire de la première victoire d'Eddy Merckx. Tu le sais, Fanette, quintuple vainqueur de la Grande Boucle. Et donc la Savoie qui sera à l'honneur. Il y aura de la grande bagarre peut-être dès le 25 juillet puisque avant les 2 grosses étapes alpestres, on aura une étape entre Embrun et Valloire avec l'ascension du Galibier. Le Galibier déjà escaladé 32 fois lors du Tour de France. Donc on sait l'importance de ce col. Ce sera ensuite Saint-Jean-de-Maurienne-Tignes pour la 19e étape, donc la première étape qui nous concerne vraiment. 123 km de montagne avec la montée d'Ossois, le col de l'Iseran, de retour sur la Grande Boucle depuis 11 ans, après 11 ans d'absence, un col qui sera escaladé par son col le plus difficile, par son versant le plus difficile, 13 km à 7,5% de moyenne pour les spécialistes, et enfin la montée finale vers Tignes. Et d'ailleurs, on doit être au téléphone avec le maire de Bonneval-sur-Arc, Gabriel Blanc. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes un maire heureux aujourd'hui. Vous allez voir passer toute l'organisation du Tour à Bonneval au mois de juillet prochain. Oui, parce que c'est un grand événement touristique d'été, entre autres le Tour de France. On espérait depuis longtemps qu'il puisse repasser le col de l'Iseran et ça y est, c'est fait, on est vraiment ravis. Et vous avez manqué ce Tour de France ? On a vu passer le Tour de l'Avenir à plusieurs reprises. On espérait qu'à un moment donné, ce soit le Tour de France qui passe, mais ça y est, c'est parti. Dans le bon sens, on va le voir monter depuis Bonneval. Monsieur le maire, j'imagine que le fait que Bonneval soit situé juste avant cette ascension du col de l'Iseran, ascension terriblement difficile, ça donne encore plus de valeur ajoutée sportive, donc ça prouve, ça devrait montrer, il devrait y avoir beaucoup de spectacles lors de cette étape. Oui, parce qu'habituellement, on les voyait passer à toute vitesse quand on les a vus ces dernières années. Le Tour de l'Avenir également, ça descendait, donc là, ça monte. Et c'est vraiment un bon côté sportif et touristique. C'est pour la commune, comment ça va se passer là en termes de préparatifs? C'est une année qui va être importante pour la station. Qu'est-ce que vous allez prévoir pour ce passage? On n'a pas réfléchi encore parce qu'on ne savait pas si ça allait passer sur l'Iseran ou pas. Donc là maintenant, on va pouvoir préparer. On fera le nécessaire pour que ce soit un succès, que tout se passe bien. Et on viendra vous rendre une petite visite. Ça signifie, monsieur le maire, que vous n'étiez pas au courant que l'Iseran serait escaladé par le Tour de France? On ne savait pas, on espérait toujours que ça puisse passer par l'Iseran. Quand on a entendu dire qu'il y avait une étape à Tignes, on s'est dit peut-être que ça passera par l'Iseran, surtout avec un départ de Valloire. Et finalement, c'est confirmé, c'est très bien. Et on viendra vous rendre une petite visite pour les préparatifs. Merci beaucoup, Gabriel Blanc. Avec plaisir. Merci. Merci beaucoup. Alors Sébastien, le lendemain, pas question de souffler pour les coureurs, avec une étape Albertville-Val Thorens et une grande première. Voilà, grande première puisque le Tour de France sera à 2365 mètres. C'est la première fois dans l'histoire du Tour de France qu'il y aura 3 arrivées à plus de 2000 mètres. On a le Tourmalet dans les Pyrénées, Tignes et donc Val Thorens. Ça sera la 21e étape, la 20e étape, la veille de l'arrivée. Les positions au classement général ne seront peut-être pas encore figées, donc
tout pourrait se jouer lors de cette étape. Le programme très corsé, hein. Le Cormet de Roseland, 19 km à 6,6% de moyenne. La côte de Longuefoy et enfin l'ascension finale vers Val Thorens, longue de plus de 33 km. Pas forcément très difficile, mais très très longue. C'est assez rare d'avoir des ascensions aussi longues. Elle sera très casse-pattes. Donc on verra peut-être que le maillot jaune se jouera lors de cette veille d'arrivée. Ça serait vraiment le meilleur scénario possible pour Val Thorens. On va poser la question à Éric Bonnel, qui est le directeur de Val Thorens Tour. Bonsoir. Bonsoir. Alors là, je crois que vous n'êtes pas très très loin du passage du Tour, de l'arrivée du Tour. Tout à fait, je suis exactement même à 2360 mètres, donc à l'arrivée. Derrière moi, vous voyez peu de neige, mais ne vous inquiétez pas, il va beaucoup neiger à partir de samedi, donc on pourra bien ouvrir le 17 novembre. Donc là, je me tourne, au mois de juillet, ça va. Et vous avez l'arrivée derrière moi qui va se faire le 27 juillet, et on voit la station à 800 mètres derrière moi, encore ensoleillée à cette heure-ci, et par laquelle passeront les coureurs. Donc c'est une vraie bonne nouvelle pour la station, cette arrivée d'étape? Oui, on l'aura pas eu depuis 25 ans, puisque la dernière fois et la seule fois c'était en 1994. Et donc là, ce sera une arrivée un petit peu plus haut qu'il y a 25 ans, qu'il y a un quart de siècle. Et ce sera peut-être sans doute l'une des plus hautes arrivées du Tour. Depuis combien de temps Val Thorens travaille sur la possibilité de recevoir une étape du Tour de France? Depuis plusieurs années. Je pourrais pas. Oui, voilà. C'est un travail de longue haleine, on va dire. Qu'est-ce qu'il faut pour être... quelles sont les conditions pour pouvoir être une ville arrivée? Qu'est-ce que le Tour de France, l'organisation, vous demande? Il demande une bonne équipe d'organisation déjà, il demande de bonnes infrastructures, d'hébergement, des infrastructures routières également de qualité. Et comme on a tout ça, en plus on a eu la chance d'avoir plusieurs fois le titre de meilleur champion de station meilleur du monde. Donc voilà, on est équipé pour ça et on a de gros projets sur l'été avec pas mal de surprises. Donc voilà, on mise vraiment aussi sur un tourisme 4 saisons. La montée finale, elle est longue de 33 km, très très longue, c'est assez rare, c'est assez inédit dans le Tour de France. Vous qui la connaissez parfaitement, quelles sont ses spécificités? Alors, en plus, elle passera par Saint-Laurent-de-la-Côte, qui est une route très, très particulière, vertigineuse. Je la déconseille d'ailleurs aux gens qui ont un petit peu le vertige, mais qui est assez spectaculaire. Oui. Et après, c'est une route effectivement tout en longueur, parce que c'est une très longue vallée qui va jusqu'à 2300. Alors Sébastien, tu m'as aidé pour cette question, mais je vais la poser moi. Le classement 2019 pourrait bien se jouer chez vous en termes d'enjeux sportifs. Ça aussi, c'est un vrai coup de pouce. Je ne sais pas si c'est le bon terme, mais en tout cas, coup de projecteur sur la station. Oui, ce sera la grosse étape, à mon avis, du Tour de 2019. Et on aura également, la semaine précédente, l'étape du Tour pour les amateurs. Donc il y aura à peu près 15 000 cyclistes attendus. Mais effectivement, ce sera une grosse étape à suspense. Dernière question, là, les prochains mois, comment ça va se passer pour préparer l'arrivée du Tour? Beaucoup de travail. Comme vous voyez, il faut quand même équiper l'arrivée. Hein. On ne peut pas arriver comme ça avec un vélo de route. Et puis, ça se fera dès la fonte des neiges. Et puis, trouver les hébergements, voilà. C'est beaucoup de travail, effectivement, en termes d'organisation. Et promis, toute dernière question, un mot sur l'hiver quand même, l'ouverture de Val Thorens qui est attendue, on le sait, par de nombreux skieurs en Pays de Savoie. C'est pour quand? Le 17 novembre, donc très bientôt, dans 3 semaines. Et comme je vous le disais au début, on attend beaucoup de neige la semaine prochaine et du froid, donc ça devrait bien se passer. Et on attend beaucoup de monde pour les week-ends notamment d'ouverture. Le week-end d'ouverture et le week-end suivant qui sera la grande première avec de nombreux tests. Eh ben, merci beaucoup Éric Bonnel, beaucoup. Merci bien. Et puis merci Seb, Merci, je te laisse aller fignoler le JT, on se retrouve tout à l'heure pour le rappel des titres. Petit changement dans l'ordre des invités, ce sont les joies du direct, je vous en prie. Les gourmands, c'est pour vous. Soyez bien attentifs, Jenny Lalliard me rejoint. Bonsoir. Alors vous avez imaginé une box, c'est ce que vous tenez entre les mains. Donc ces box, pour ceux qui ne connaissent pas, ce sont ces colis que l'on reçoit à domicile. Il en existe dans plein d'univers différents. Et vous avez choisi la pâtisserie. Alors, tout simplement, pourquoi la pâtisserie? Tout simplement parce que je suis pâtissière. Très bonne raison. Et avec mon conjoint, on a décidé d'ouvrir notre entreprise et d'utiliser ce concept. Alors, comment vous avez eu l'idée de partir sur la logique de box?
Et puis, bon, on va voir ce qu'il y a dedans, mais voilà, comment vous avez eu l'idée? Alors l'idée, elle est venue lors de ma première grossesse où je trouvais le temps un peu long. Et du coup, je me suis dit, bah, pourquoi pas partager en fait mon savoir-faire sans spécialement faire des blogs parce que maintenant, on en voit fleurir tellement souvent que je me suis dit, ben voilà, pourquoi pas la box? C'est une idée sympathique. Ça permet aux gens de faire voilà, une recette de ma propre création tout en ayant aussi du matériel professionnel à la maison. Alors, qu'est-ce qu'on va trouver dans cette box? On peut l'ouvrir? Oui, bien sûr. Hop. Alors, donc déjà, c'est en carton, parce que ce qu'on n'a pas dit, ce sont des box 100% je peux. Oui, bien sûr. Ce sont des box 100% biologiques. Biologique. Donc là, on est sur du carton, du papier. Tout le packaging étant recyclable ou en matériaux recyclés. On a vraiment voulu jouer là-dessus car tout simplement parce que c'est la tendance du moment, je veux dire, donc tout le monde en parle. Et puis c'était important aussi pour nous parce qu'on est aussi dans cette vision-là chez nous et voilà, on voulait transmettre notre vision dans notre entreprise de cette manière. Donc là, j'ai la recette de tarte à la courge meringuée et aux épices. Donc il y a la recette détaillée, voilà, avec les ingrédients et comment on fait. Oui, voilà. Avec ensuite tout un tas de petits sachets. Donc ça, ce sont les ingrédients. Qui sont prépesés. Qui sont prépesés. Donc il n'y a plus qu'à mettre... Alors, il y a une liste de courses qui est aussi indiquée sur la recette. Il y a même des numéros. Voilà. Et donc, il y a juste à acheter les produits frais, parce que bien sûr, on ne livre pas les produits frais. Et puis après, il y a juste le déroulé à suivre au niveau de la recette, avec les sachets, quand il faut mettre le sachet 1, et on met le sachet 1, et ainsi de suite. Voilà. Donc, c'est fait pour moi, c'est-à-dire pour ceux qui ne cuisinent pas. En fait, c'est fait pour des gens qui aiment la pâtisserie et qui pratiquent quand même un petit peu, on va dire, parce qu'il y a quand même des bases classiques. Mais c'est ouvert à tous, bien entendu. Alors, il y a les ingrédients et il y a aussi du matériel. Donc, du matériel qu'on conserve. Oui, ensuite. bien sûr. Donc, ça permet ensuite, après, de voler de ses propres ailes. Tout à fait. Exactement. En utilisant ces outils-là. Alors, déjà aussi, c'était pour le côté un peu écologique, dans le sens où on ne veut pas pouvoir tout le temps jeter tout ce qu'on utilise. Donc, on essaie de privilégier des matériaux en inox. Ou alors, dans le cas extrême, des matériaux qui sont biodégradables. Voilà. Comment vous préparez ces recettes-là? Parce que peut-être que toutes les pâtisseries ne se prêtent pas à la box. Donc, comment vous les imaginez? Comment vous les préparez? C'est ce qui est le plus complexe parce qu'il faut pouvoir se mettre à la place des ménagères qui n'ont pas du matériel professionnel à la maison. Et essayer de leur donner la capacité de faire un résultat final qui ressemble à une pâtisserie professionnelle, voire de boutique. Donc oui, c'est assez difficile à penser, mais c'est le challenge et c'est le côté un peu créatif du coup qui m'intéresse. Mais voilà, on va dire que l'imagination, c'est quand même 50% de cette box. Et les 50 autres pourcents, parce que je ne veux pas lésigner là-dessus, c'est quand même tout ce qui entoure le site, le packaging et tout ça. Mmh. Et ça, c'est mon conjoint qui est quand même le plus expérimenté. Un vrai travail d'équipe. C'est ça, tout à fait. Donc, on est sur des box mensuelles. Oui. Donc, ça veut dire que tous les mois, on peut recevoir, on s'abonne en fait. Voilà. Et on peut recevoir la box... Tout à fait. En fait, on a la possibilité de s'abonner au mois. Donc, au mois, on est sur 29,90 € et le prix sera dégressif si on prend 3, 6 ou 12 mois, tout simplement. Voilà. Je n'ai pas dit que vous étiez installé à Saint-Jean-de-Tholome, près de Bonneville. Tout est préparé chez nous. Chez vous. Ouais. On est dans une logique 100% biologique. Est-ce que, du coup, comment ça se passe la préparation de ces box? Est-ce que c'est des produits que vous essayez de trouver à l'échelle locale? Comment ça se passe la préparation? Alors, en fait, on travaille avec des fournisseurs qui sont bio pour les ingrédients. Et après, on essaye de trouver des fournisseurs qui nous proposent des produits qui sont en rapport avec notre thème de la box. Donc, c'est vrai qu'on a plusieurs fournisseurs à plusieurs endroits. Le local, on essaye un petit peu, mais c'est vrai que c'est toujours un peu compliqué. On fait notre maximum pour que ça soit le plus écologique possible. Et là, du coup, la box de novembre,
elle est déjà prête, vous avez déjà... C'est celle-ci. Ah, c'est celle-ci. Voilà, Ah bah voilà. tout à Donc, fait. du coup, ceux qui veulent s'abonner et cuisiner une tarte à la courge meringuée aux épices, on peut encore la recevoir. Bien sûr, tout à Oui, j'ai vu fait. sur le site, je crois qu'il nous reste 26 jours, il y a un petit décompte. Exactement, il y a un décompte. Voilà. Tout à fait, oui. Alors du coup, puisqu'on est à l'approche, c'est peut-être un peu tôt pour en parler, mais quand même des fêtes de Noël, on va avoir une box spéciale pour le mois de décembre. Vous Bien les sûr. préparez beaucoup à l'avance? Comment ça... Oui, alors en fait, la box de Noël est déjà prête, déjà finalisée. On peut dire ce que c'est ou pas? C'est trop tôt? Non, non, je peux le dire. Ce sera une bûche citron meringuée. Voilà, j'en dis pas plus. Et à côté de ça, parce que en fait, on aimerait que les gens qui sont abonnés puissent faire leur bûche pour leur inviter tout simplement le jour de Noël. Et puis pour les gens aussi qui veulent offrir le jour de Noël. Donc il y aura aussi une deuxième recette qui sera proposée en box vraiment voilà, à offrir au pied du sapin. Vous avez attaqué il y a quelques mois. C'est assez récent. Oui, oui. L'idée, c'est de continuer à développer l'entreprise. Est-ce que vous êtes fixé des objectifs particuliers? Pour l'instant, c'est vrai que c'est vraiment tout récent, donc on voit comment ça évolue. Là, sur Noël, on veut voir aussi un peu la retombée. Bien Parce que sûr. ça peut être une belle idée de cadeau. Voilà, tout à fait. Donc, on attend de voir un peu comment ça va poursuivre. Dans tous les cas, il y a une deuxième activité qui est en train de se mettre en place. Pour ma part, je vais continuer à faire des pâtisseries, mais sur commande. Donc, toujours à Saint-Jean-de-Tholum, j'aurai un laboratoire de pâtisserie. Donc, voilà, on va faire ces deux activités-là en parallèle et on verra bien. Le prix de l'abonnement, donc vous l'avez dit, tarif dégressif. Dégressif, oui. Mais alors, la box simple est déjà à 29,90 €. 29,90 €. Et alors, j'ai une question qu'on me souffle dans l'oreillette du réalisateur qui veut nous faire un super gâteau pour Noël. Est-ce que on peut rater les recettes? Alors, ça, c'est une bonne question. Normalement, non. Normalement, non. Ou alors, c'est peut-être un oubli de ma part sur la recette. Mais tout est vraiment bien expliqué, que ce soit pour une personne qui a un robot, comme maintenant 80% des personnes, ou quelqu'un qui n'en a pas. J'essaye au maximum de détailler mes recettes pour que ça soit le plus simple possible. Donc on a hâte de voir. On la présentera sur le plateau, comme ça il sera obligé de la faire, la bûche, le citron meringué. En plus j'adore ça, donc c'est parfait. Donc on verra s'il la rate ou pas. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau d'Accès Direct. Merci bien. Cécile va nous rejoindre puisque je pense qu'on est en train de se faire poser un lapin. Donc tu arrives plus tôt que prévu, mais c'est un plaisir. Oui, partagez. Bonsoir. Donc Cécile, journaliste présidente du club de la presse des Pays de Savoie. Tu viens tous les mois nous présenter tes belles initiatives que tu dégotes à droite à gauche. Voilà, pourquoi pas. C'est jeudi. Et donc, on va commencer avec un projet qui a été créé pas très loin de là pour lutter contre le harcèlement au lycée. Oui, alors c'est un projet d'étudiants de Coralie Chaffanjon qui est en 3e année à l'école des Gobelins à Annecy. Et donc c'est un projet qu'elle est en train de développer, donc il n'est pas commercialisé, elle en est au tout début. Donc ça se passe sur une appli et un livre, ça va ensemble. Le lecteur ou le joueur, on ne sait pas trop comment appeler la personne qui va essayer de tester ce projet-là, va acheter les deux en même temps et puis il va y avoir un va-et-vient entre l'appli et le livre qui est en réalité augmentée. Et donc, l'idée de Coralie, c'est de pousser les personnes à se retrouver dans l'intimité d'Émilie, qui est une lycéenne qui est donc harcelée dans son établissement. Elle vient d'arriver et évidemment, manque de chance, ses camarades de classe se défoulent un peu sur elle. Et donc, les personnes qui vont être face à cette appli vont se retrouver inclus dans le groupe des lycéens qui harcèlent Émilie et vont pouvoir assister aux conversations, participer à ces conversations, aux décisions du groupe. Il y a plusieurs scénarios évidemment qui sont prévus et l'idée est de voir de l'intérieur comment ça fonctionne, quels sont les rouages du harcèlement scolaire, les conséquences que ça peut donner,
pour, in fine, évidemment, dissuader les jeunes, puisque cette appli, elle est à destination des jeunes en priorité. Oui, ça va être ma question. C'est pour sensibiliser les lycéens, c'est pour sensibiliser ceux qui pourraient subir le harcèlement ou ceux qui pourraient le pratiquer sans parfois en être tout à fait conscients? Alors c'est vrai, quand on a discuté avec Coralie lors de la présentation du projet, on voit les images là, elle est plutôt partie sur le fait de dissuader les jeunes de se lancer dans ce genre de comportement, en montrant justement ce qu'on ressent quand on se retrouve pris au piège d'un groupe comme ça et qui se comporte mal avec soi. Mais peut-être qu'effectivement, peut-être que ça peut donner aussi à des personnes qui sont dans cette situation, je sais pas, l'envie peut-être de parler ou de faire en sorte que les choses se passent mieux, je sais pas. Mais c'est vrai qu'au tout début, c'est plus de la sensibilisation, montrer comment on arrive à se retrouver au milieu de ce genre de comportement. Et alors, là pour l'instant, le projet part sur une application et un livre, mais il y a des producteurs qui ont été assez étonnés par ce projet, qui pourrait soutenir la production d'une web-série. Et puis, Coralie le dit elle-même aussi, l'idée serait peut-être aussi de faire un kit scolaire, de le proposer aux enseignants, pour le coup, pour les aider à gérer ce genre de situation. Les parents peuvent aussi entourer les jeunes qui vont acheter cette application. Le but, c'est évidemment pas que les personnes se trouvent toutes seules face à ça, mais que ça suscite la discussion et puis qu'on prenne conscience que ce phénomène est pas anodin du tout. Donc du coup, c'est en gestation, et puis une fois qu'elle aura l'autorisation du CNC, elle est soutenue par la région, évidemment par ses professeurs, par un grand nom du jeu vidéo qui s'appelle Eric Viennot, qui l'aiguille un petit peu dans ce projet. Et il y aura, si tout va bien, une campagne de financement participatif, et ce sera commercialisé après. Et donc, pour l'instant, voilà, là, ça c'est le livre qui accompagne l'application. Et elle sera sur ce canapé, j'ai perdu son nom de famille, Coralie Chaffanjon, voilà, le 8 novembre, parce que ce jour-là, c'est la journée de lutte contre le harcèlement scolaire. Tout à fait. Juste pour préciser quand même, un enfant sur 10 serait victime d'harcèlement scolaire, d'après une étude menée il y a 3 ans par le ministère de l'Éducation nationale. Donc il y a un vrai intérêt public. Donc il y a un vrai intérêt. Tout à fait. Deuxième initiative, quand le marché vient à nous, si on n'a pas envie de se lever le samedi matin, par exemple. Voilà. Alors il manque plus que la personne qui fasse les pâtisseries se joigne. Alors beaucoup plus léger, hein, mais donc ça s'appelle les cagettes d'Héloïse. Héloïse, c'est une jeune femme qui habite l'agglomération d'Annecy et qui propose de faire vos courses sur les marchés d'Annecy et de vous livrer ce que vous avez commandé. Elle a trouvé des partenaires auprès des commerçants et des personnes qui sont sur les marchés, alors 8 si j'ai bien compté. Ce sont évidemment des produits frais, de saison, des produits locaux. Ça va des fruits aux légumes en passant par la viande, le poisson, il y a même les plats préparés. Donc ça, on a sur le site internet la liste des commerçants qui participent à cette opération. Les prix des produits sont exactement les mêmes que sur le marché. Elle facture 5 € pour la livraison et la confection des fameuses cagettes. Alors, le principe est tout simple, hein. Quelques jours avant le marché, on fait une commande. Et puis, l'après-midi, du mardi au vendredi, on est livré. Pratique. Moi, je me suis dit que c'était une initiative qui me plaisait bien. Non pas que je n'ai pas le temps d'aller au marché, mais je trouve que oui, c'est plein de bon sens. Et puis ça permet sans doute aussi aller au marché. Pour certaines personnes, ça n'est pas possible. Oui, il y a des personnes âgées. Voilà. Le marché de la vieille ville d'Annecy le dimanche matin, par exemple, des fois. C'est pas possible en déambulateur. Donc, vaut mieux si quelqu'un d'autre peut y aller. Voilà. Alors, site internet, elle a une page Facebook. Sur le site, on trouve son adresse mail pour lui écrire. Parce que, manque de bol, il y avait un numéro de téléphone, mais elle s'est fait voler son téléphone sur le marché il y a quelques jours. Donc voilà, maintenant, il va falloir attendre que... Donc site web et Facebook. Site web, Facebook. Et puis, petite plongée dans le passé, ça m'a fait rire quand j'ai vu cet envoi, puisque les Annéciens, les lycéens annéciens connaissent la récré, en tout cas ceux qui ont été au lycée Berthollet,
La récré fait un appel au financement participatif. Alors, ouais, presque ça. Donc, évidemment, ancienne élève de Berthollet, ancienne cliente de la récré. Évidemment, je ne pouvais pas laisser passer Donc, ça. pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le petit café qui est en face du lycée Berthollet Boulevard à Taine. Annecy. Tout à fait. Et donc, eh bien, en fait, ce sont 3 amis de Lydia de Almeida, j'espère que je n'écorche pas trop son nom, qui est l'actuelle propriétaire de la récré. Ce sont 3 amis à elle qui ont lancé cette cagnotte sur litchi.com pour récolter des fonds parce que Lydia se trouve dans l'obligation de faire un certain nombre de travaux. Alors, travaux de remise aux normes ordinaires, voilà. Et puis, la copropriété, d'ailleurs, on voit bien l'illustration, doit refaire la façade. Et la facture s'est complètement envolée. Résultat des courses, elle doit trouver près de 68 000 € pour faire ses travaux. Sauf que elle dit gentiment que le chiffre d'affaires annuel de la récré, c'est 70 000. Donc, ça va être un peu compliqué. Donc, 3 copines, ne voulant pas que la récré s'arrête, ont lancé cet appel. Elles veulent récupérer 10 000 € pour aider Lydia et ça semble être possible puisqu'en 10 jours, elles en ont déjà récupéré 1 000. Donc on peut espérer que les donateurs seront nombreux et généreux et qu'on pourra retourner boire un café avec toi si tu veux, le prochain café, à la récré. Merci beaucoup. Et donc l'adresse, c'est sur Litchi. Alors elles ont fait une page Facebook, Sauvons la récré. Sauvons la récré. Voilà. Donc, ancien élève de Berthollet. Entendez-nous. Voilà. Merci beaucoup, Cécile, d'être venue sur le plateau. À bientôt. On passe au rappel des titres. On n'a jamais été aussi à l'heure, Sébastien. Voir en avance. On va commencer par parler de ton sujet consacré à la formation des jeunes chasseurs. C'est un sujet forcément brûlant d'actualité. Sujet brûlant, mais pour le coup, la formation à laquelle j'ai assisté n'a pas grand-chose à voir puisque c'est pas le même environnement, c'est pas les mêmes types de chasse. Mais en tout cas, voilà, la fédération. Et elle était prévue. Enfin, voilà, c'était prévu. Voilà, la fédération régionale Auvergne-Rhône-Alpes des chasseurs a donc organisé un stage de 3 jours. Dernier jour réservé à une sortie sur le terrain pour les meilleurs élèves. C'est une espèce de récompense. Ils ont pu aller chasser le mouflon ou encore le chamois dans le massif des Bruges. Et donc, tu les as suivis. Je les ai suivis. Pendant de longues heures de bonheur. Avec, je tiens à le préciser, avec Emmanuel Berger, qui m'a été d'une grande aide psychologique. Et puis, une belle histoire ensuite. Oui, une belle histoire, un portrait de Jean-Paul Crespi, qui s'est intéressé à un jeune maçon de 27 ans, réfugié, qui a totalement réussi son intégration. Aujourd'hui, il travaille. Je dis, il est maçon, il est épanoui dans sa vie. Donc voilà, un très joli reportage de Jean-Paul. On te retrouve dans quelques minutes pour le JT. Merci Sébastien. Restez avec nous dans quelques minutes. Donc, je l'ai dit, c'est le JT. Tout de suite, une toute petite page de pub. À tout de suite.